Bonjour à tous, celle-ci est la troisième et dernière partie de ce TP. Ça sera réservé à l'implémentation du code de mise à jour des données d'un client. Aussi, on va voir comment synchroniser les données entre les contrôles de l'interface et le Data Grid View. Et finalement, on va voir comment implémenter les transactions dans C#. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau des fonctions d'agrégation. Donc, on a implémenté le code pour calculer le nombre de clients, la moyenne des soldes. On a vu comment trouver le solde minimum, le maximum et la somme des soldes. Donc maintenant, on va modifier un peu l'interface pour ajouter des nouvelles fonctionnalités à cette interface. Donc pour ceci, on va utiliser deux conteneurs de données. Donc on va exploiter le contrôle groupbox. Donc c'est comme son nom l'indique, il sert à regrouper un ensemble de contrôles pour avoir une présentation commune là, ou bien les gérer de manière commune. Donc on aura besoin de deux groupbox. Une, on va la réserver pour l'implémentation du code de mise à jour, et la deuxième, on va la réserver pour les transactions qu'on va voir plus tard. Donc là, il faut changer la propriété texte du groupbox. C'est pas très important de modifier l'attribut name parce qu'on ne va pas l'utiliser dans le code pour le moment. On aura besoin, dans notre cas, de 4 labels pour présenter le ID du client, le nom, l'adresse et le solde. Donc là, Visual Studio 2019, il nous fournit des outils là pour aligner les contrôles de manière automatique. Voilà. Donc on va les aligner jusqu'à ce qu'on voit la ligne rouge là qui nous indique qu'il y a un alignement entre le contrôle et le label. Le contrôle textbox et le label. Donc on va changer les propriétés texte des labels. Donc le premier label, ce sera réservé à l'ID du client. Le deuxième, c'est la propriété nom. Le troisième, c'est l'adresse. Et le quatrième, c'est le solde. On aura besoin d'un bouton. Ce bouton, on va l'appeler donc rechercher. Donc en fin de compte, la logique, c'est qu'on va saisir le ID du client. Ensuite, on va appuyer sur le bouton recherche. Lorsqu'on appuie sur le bouton recherche, on va récupérer les données de la base. Donc principalement de la table client. Et ensuite, on va apporter ces données au niveau des champs textbox adéquats. Et par la suite, l'utilisateur peut faire la modification des informations du client. Et ensuite, il va appuyer sur le bouton enregistrer. Donc là, je suis en train de modifier les propriétés name. Donc je donne un nom significatif à ces contrôles. Comme vous voyez là, ça commence avec txt pour indiquer que ceux-ci sont des contrôles de type textbox. Et ensuite, je vais leur ajouter un nom significatif. Concernant la mise à jour, donc on va utiliser 3 techniques dans cette interface. Une technique de mise à jour simple. Donc on va exploiter directement, on va importer directement le texte contenu dans les textbox sans faire de traitement nécessaire. Donc ce sera une version simple de mise à jour. En effet, cette version simple peut nous causer des problèmes par la suite. C'est pour ça qu'on va voir là deux autres méthodes pour rendre la mise à jour. Là, la construction de requêtes, ça sera réalisé à partir de paramètres
Donc les paramètres, ils peuvent être nommés ou bien non nommés. Donc nous, dans notre interface, là, dans ce TP, on va voir les 3 cas. Et c'est à vous de choisir par la suite, là, le modèle qui vous convient. Donc ainsi, on a préparé les propriétés name et text des 3 boutons. On va essayer de les ajuster, là, rendre leur taille uniforme. Donc vous voyez là, celui qui a bien sûr les points qui sont en blanc, c'est celle, la taille qui sera considérée comme à suivre. Donc comme j'ai déjà mentionné, la deuxième partie, ça sera réservé à la préparation et l'implémentation du code de lancement d'une transaction sous C#. Dans notre cas, la transaction, ça sera de transférer un solde d'un client à un autre. Donc réellement, lors de l'implémentation, ce sera le lancement de 2 requêtes update de manière séquentielle. Et on va protéger ces 2 requêtes-là par leur lancement dans un bloc de transaction. Donc, ou bien le tout connaît un succès, ou bien c'est un échec pour toutes les requêtes. Donc, pour ceci, on aura besoin de préparer, ou bien on va demander à l'utilisateur de saisir le ID du client débiteur et celui de l'ID du client créditeur, et on va indiquer là le montant du transfert. Donc cette manière, elle présente la première instance simple de lancement de l'opération de transfert. On peut réaliser une deuxième version qui sera plus optimisée, plus avancée. Donc dans ce cas, c'est à l'utilisateur de choisir le nom du client et donc débiteur et le nom du client créditeur, et c'est à lui de indiquer le montant de transfert. Donc là, on ne peut pas demander à l'utilisateur d'apprendre les listes des ID. Donc c'est pour ça, donc ce sera quelque chose de plus facile et ergonomique pour l'utilisateur. Donc pour ceci, on va utiliser le contrôle combo box. Ce contrôle, il nous permet de présenter là un ensemble de données, mais normalement il ne faut pas l'utiliser si le nombre de choix est très grand.
Donc comme vous voyez là, c'est possible au niveau de l'interface de Visual Studio 2019 de faire des copier-coller de contrôle. Et ceci, c'est pour gagner du temps là. Maintenant, on va créer le troisième groupe X. Celui-là sera réservé à la synchronisation des données entre le Data Grid View et les contrôles de l'interface. Donc là, comme d'habitude, là, on va ajouter 4 textbox, donc qui représentent l'ID, le nom, l'adresse et le solde du client. Et ensuite, on va lier ces contrôles au Data Grid View. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va naviguer d'une ligne à une autre au niveau du Data Grid View, on va mettre à jour les données dans ces textbox. Donc là, bien sûr, on doit donner des noms significatifs et qui sont uniques là au niveau de cette interface. Donc on va ajouter l'attribut détail, donc texte et détail ID client, pour les distinguer de l'ID client du contrôle qu'on a utilisé au niveau de la mise à jour. On va essayer de lancer maintenant le programme et voir l'interface. Donc voilà. Donc celle-là, c'est la première étape de développement d'une application informatique. Donc on va commencer par l'interface, ensuite on va implémenter le code associé. Donc je vais affecter au bouton rechercher donc une propriété name adéquate. Donc là on a tous les contrôles qui sont bien préparés. Ensuite on va voir comment donc
lancer l'événement click. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nous connecter à la base de données. On va récupérer les données de la table client et ensuite on va les afficher dans les contrôles associés. Donc pour ceci, on a créé une nouvelle connexion qui s'appelle CN. Donc là, j'ai créé une variable CN de type AllDB Connection. Je l'ai instancié avec le mot-clé new. Ensuite, comme vous savez, là, lorsqu'on travaille avec la requête select, donc on a besoin d'un data reader, d'un lecteur de données. Donc, ensuite, on va appeler la méthode se connecter. On va lui donner comme paramètre la chaîne de connexion, donc le fournisseur d'accès à la base et le nom de la base et sa position, son chemin. Et on va affecter le résultat donc à notre variable Cn. Donc là, on va appeler par la suite la fonction exécutée AllDBSelect. Donc je lui donne la requête select étoile from client. Et je vais lui préciser la condition à respecter dans notre cas. Donc il faut que les données soient ceux de l'ID que l'utilisateur a saisi au niveau de textbox txt ID client. Bien sûr, donc pour récupérer le texte saisi dans ce control box, on va utiliser l'attribut texte. Je vous informe aussi que cette version que je suis en train de développer n'est pas très performante. Ça veut dire que j'ai omis beaucoup de vérifications et de traitement de cas d'erreur. Hein. Donc juste, je suis là en train de expliquer les notions de base du lancement du requête select. Donc tant qu'il y a une ligne là au niveau de data reader du lecteur de données, on va essayer de importer les valeurs qui se trouvent dans le résultat obtenu de la requête select et on va les affecter dans les propriétés texte des contrôles associés. Donc comme vous voyez là, bien sûr, lorsque j'ai fait select count étoile, donc la première colonne, ce sera le ID, donc ce sera getValue de 0. Donc moi, j'ai pas mis celle-là parce que je vais pas la mettre dans un textbox bien défini parce que c'est à l'utilisateur de saisir cette information. D'accord? Donc là, getValue de 1, ça veut dire ça, c'est la deuxième colonne de la table. GetValue de 2, c'est la troisième colonne. Et GetValue de 3, c'est la quatrième qui est le sort. Une fois donc j'ai affecté les données au contrôle associé, donc je vais fermer la connexion. Voilà. Donc là, mon bouton recherche est fonctionnel, comme vous voyez là. Donc, je récupère le ID du client, je vais lancer une requête select avec ma condition, elle est égale au ID que l'utilisateur a saisi. Et ensuite, je vais mettre le résultat dans les contrôles associés. Donc maintenant, on va implémenter la partie là de mise à jour. Donc je vais déclarer une variable qui s'appelle res, résultat. Elle est de type entier. Donc je vais lui affecter -1 au départ. Et res, normalement, elle va sauvegarder le nombre de lignes affectées par la requête update. Donc si je reçois que la valeur 0, ça veut dire qu'aucune ligne n'a été affectée. Si c'est 1, ça veut dire que j'ai une ligne. Et ainsi de suite. Donc comme d'habitude, là, lorsque j'essaie de lancer une requête sur une table de la base, donc j'ai besoin de me connecter à la base. Ensuite, là, je vais appeler la méthode execute AllDB action. Donc celle-là, elle comporte la requête execute non query
qui est réservé à lancement de requêtes de insert, update, delete, etc. Donc update client, set nom, donc j'ai mis une cote, donc toutes les chaînes de caractères doivent être entourées de cotes, d'apostrophe. Donc txt nom.txt. Voilà, donc le deuxième cote là. Ensuite virgule. Adresse égale, kiff là où est-ce qu'on a des chaînes de caractères, donc il faut mettre les cotes là des deux côtés. Adresse.txt. Donc ça c'est le premier bloc. Il faut faire attention là lorsque on saisit la partie where, il faut laisser un espace avant le where pour ne pas avoir la valeur du solde collée au mot-clé where. Et ceci, ça va générer une erreur. Donc bien sûr là au niveau de cette méthode exécuter OLEDB action, je dois lui fournir la requête SQL et l'objet connexion ouvert sur la base de données. Donc une fois la requête est lancée, je vais me déconnecter. Et je vais appeler la fonction remplir DataGrid View pour rafraîchir les données au niveau de DataGrid avec la nouvelle information modifiée. Donc là, le nombre de lignes affectées est égal. Normalement, ligne ici à la fin S normalement. Donc là, crs.toString. Voilà. Donc je vais lancer maintenant ma requête. J'indique là le ID du client, j'appuie sur le bouton rechercher. Ensuite, si j'ajoute là un petit texte là au niveau du contrôle, voilà, donc j'enregistre. OK. Donc vous voyez que notre DataGrid View a été rafraîchi avec les nouvelles données. Kiff au niveau de client numéro 16. Donc je vais lui changer les valeurs de nom, d'adresse et de solde. Voilà. Et ainsi notre bouton est fonctionnel. Donc là, je vais vous montrer les problèmes que cette requête peut générer. En effet, là, si vous appuyez ou bien si vous saisissez le caractère apostrophe dans votre chaîne, c'est comme si vous voulez utiliser par exemple le mot aujourd'hui. Donc il y a un apostrophe entre aujourd'hui et oui. Et dans ce cas-là, le problème c'est que le système il va la traiter, c'est comme si c'était une fermeture d'une chaîne de caractères. Donc normalement il doit attendre un virgule par la suite. Comment traiter ça? Normalement c'est à l'utilisateur de développer une fonction qui remplace toutes les codes par double code là. Pour indiquer au système que ce apostrophe, il appartient à la chaîne et non pas un séparateur de chaîne de caractères.
Donc là, je peux utiliser, comme vous voyez là, la fonction cleanString. Donc je vais tester si notre chaîne de caractères contient l'apostrophe. Voilà. Donc on va retourner là, dans notre cas, une chaîne de caractères, ou est-ce que ça sera remplacé par double cut. Donc là, on a deux cas à traiter. Le cas où est-ce qu'il contient apostrophe et le deuxième cas où est-ce qu'elle ne contient pas un apostrophe. Donc ainsi, je vais mettre mes chaînes de caractères donc, comme paramètre à la fonction cleanString que j'ai préparée. Donc je vais essayer maintenant d'exécuter le programme et de voir comment le système agit face à cette erreur. Voilà, comme vous voyez donc là, il a modifié la valeur et la fonction update a fonctionné correctement. Donc maintenant on va voir une deuxième version qui est un peu plus optimisée. Donc cette version utilise les paramètres et dans ce cas donc on va plus la gérer ces caractères spéciaux là. Donc c'est le système qui va le faire à notre place. Donc comme d'habitude là, on doit déclarer une variable de type connexion. On va ouvrir une connexion vers la table de la base de données, la table client. On va préparer là les paramètres. Donc pour ceci, on va déclarer un tableau d'objets qui s'appelle tab PM. PM c'est pour paramètres. Donc, et là, je vais donner les champs de manière ordonnée selon leur utilisation au niveau de la requête. Ça veut dire texte et nom.text, ça sera mis comme premier paramètre, texte et adresse, ça sera le deuxième paramètre, texte et solde, ça sera le troisième paramètre, et texte et ID client, ça sera le quatrième paramètre. Donc comme ça, donc, on a déclaré un tableau d'objets. Je vous rappelle qu'objet, c'est l'objet parent de tous les types au niveau de C#. Donc là, il peut comporter des chaînes de caractères, des décimaux, des entiers, etc. Ensuite, pour faire appel là, au niveau des paramètres, donc on va écrire là notre requête update client, cet nom, et on va mettre un point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça sera par la suite remplacé par le premier point d'interrogation, par le premier paramètre indiqué au niveau du tableau tab.pm. Donc là, le nom, il va recevoir texte et nom.text. Le deuxième point d'interrogation, donc après adresse, ça sera remplacé par texte et adresse.text, etc. L'avantage au niveau de cette manière, c'est que là, le système, c'est lui qui va gérer les entrées saisies par l'utilisateur et on n'aura plus les problèmes de tout à l'heure. Donc une fois on a lancé ça, comme d'habitude là, on va se déconnecter de la base. Ensuite, on va remplir le data grid view pour mettre à jour les données au niveau de l'interface.
Donc je vais ajouter le nombre de lignes ici à la fin S. Donc là, notre mise à jour normale a fonctionné correctement. La troisième version du bouton de mise à jour, ce sera réservé à l'utilisation de paramètres nommés. Pour ceci, on va déclarer une matrice. Donc maintenant, on va créer une matrice qui va comporter le nom du paramètre et la valeur de ce dernier. Et ainsi, on ne va plus utiliser les points d'interrogation au niveau des requêtes, mais ce sera le nom des paramètres et ça va nous donner plus de lisibilité au niveau du code. Donc là, on va créer les paramètres nom, ADR, c'est pour adresse, et le solde et le ID. Donc maintenant, je vais remplacer les points d'interrogation par le nom du paramètre. Voilà. Donc là, on a un petit problème. C'est quoi ce problème? Donc, on va vérifier là. Notre code encore là, pour voir c'est quoi la source du problème pour la résoudre. Donc là, on aura besoin d'ajouter une nouvelle fonction qui
qui prend en compte les non paramétrés. Parce que tout à l'heure, ce sera uniquement des paramètres, l'ajout de paramètres. Maintenant, on doit associer à ces paramètres leur nom. Donc, parce que le type d'entrée, c'était une matrice. Voilà, donc on aura besoin de quelques petites modifications au niveau de la préparation de la requête finale. Donc on va faire un parcours total là, sur la liste des paramètres. Donc là, au niveau de paramètres, où est-ce qu'on utilise la fonction add_with_value, donc on doit préparer, ou bien on doit fournir deux informations, le nom du paramètre et sa valeur. Donc comme vous voyez tout à l'heure, la première colonne, ça sera réservé au nom de paramètre. Donc c'est pour ça qu'on a converti ça en string. Et ensuite, la deuxième, ce sera la valeur. Donc on doit éliminer là le mot-clé params. Voilà. Maintenant, on va rectifier le nom de la fonction utilisée. Voilà. Et on va exécuter de nouveau pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Très bien, donc la fonction fonctionne correctement. Donc j'ai pu mettre à jour mes données. Donc maintenant, on va essayer de faire la synchronisation des données entre le data grid view et les contrôles qui sont en bas, les détails du client. On va sélectionner donc l'événement selection changed et on va faire un petit test là. If dgv clients.selectedRows.count donc est supérieur à 0, ça veut dire que s'il y a une ligne qui est sélectionnée, donc là bien sûr on peut avoir une ou plusieurs lignes sélectionnées. Ça dépend, est-ce que vous avez activé ou bien désactivé la propriété multiselect du data grid view. Donc là, dans notre cas, on va choisir, si il y en a plusieurs lignes sélectionnées, on va choisir les données de la première ligne dans le data grid view. C'est pour ça que j'ai mis selected rows de 0. Point sales de 0, le sales, elle présente les colonnes. Donc si je dis sales de 0, ça veut dire c'est la colonne ID. Donc je vais répéter l'action pour les trois autres là, contrôle, textbox. Donc détail non client, détail adresse et détail solde. Bien sûr, à chaque fois, il faut que je modifie le numéro de la colonne. Et comme j'ai déjà dit, donc la première colonne, ça sera réservé donc au ID du client, c'est l'indice 0. L'indice 1, ça sera réservé au nom. L'indice 2, ça sera réservé à l'adresse. Et l'indice 3, ça sera réservé au solde. Donc ceci, là, si il y a une ligne qui est sélectionnée, ou bien plusieurs. Sinon, ça veut dire si l'utilisateur n'a pas sélectionné de ligne, donc on va faire un traitement spécial et on va uniquement remplacer le code qu'on a saisi tout à l'heure par un deuxième code là
qui directement là, au lieu d'utiliser la propriété selected rows, utilise la propriété rows. Bien sûr, là, j'ai mis tout ce bloc dans un bloc try parce que il peut générer une erreur si la table est vide. Donc, comme vous voyez là, lors du chargement du DataGrid View, à chaque fois que je suis en train de naviguer au niveau de DataGrid View, il est en train de mettre à jour les données dans la partie ou bien le group box réservé aux détails du client. Maintenant, on va voir comment développer une transaction en C#. Donc, on va créer une fonction spéciale. Cette fonction, elle va nous retourner un booléen, ça veut dire true or false, vrai ou faux. On va lui donner une connexion. Et une liste de requêtes qu'il va lancer. Donc là, j'ai déclaré une variable qui s'appelle OK, elle est de type booléen. Comme d'habitude, là, je déclare une variable commande là pour lancer ma commande. Donc là, ce qui est nouveau là, c'est la classe AllDB Transaction. D'accord? Donc je vais déclarer une variable qui s'appelle transact de type AllDB Transaction. Et c'est elle là qui va recevoir la liste des commandes. Ensuite, on peut faire la validation à travers la fonction commit ou bien on peut annuler toutes les requêtes à travers la fonction rollback. Donc, par la suite, je vais affecter la connexion que j'ai ouverte à la base, donc à l'objet commande. Et je vais marquer le début de la transaction à travers la fonction begin transaction. Maintenant, je vais faire un parcours total sur toutes les requêtes que je dois lancer, qui sont déjà fournies dans le tableau là, de chaîne de caractères. Donc là, à chaque fois que je récupère une requête, je l'affecte à la propriété commande texte de l'objet commande et je vais lancer donc cette commande à travers la commande execute no query. Donc si j'arrive à lancer toutes les requêtes de manière correcte, donc je vais lancer transact.commit et je vais dire que j'ai bien réussi à lancer toutes les requêtes mentionnées par l'utilisateur. Donc dans notre cas, si on veut transférer un seul, donc il faut lancer deux requêtes update. La première, c'est pour relancer le montant de transfert du solde du débiteur et ajouter la deuxième requête update, ça sera réservé à l'ajout de ce solde au compte donc du créditeur par le montant de transfert. Bien sûr, s'il y a une exception, donc je vais lancer la fonction rollback et je vais retourner donc OK, elle va recevoir la valeur false. Ça veut dire que j'ai pas réussi
à exécuter correctement les requêtes demandées. Finalement, là, je dois me déconnecter. Voilà. Donc là, là, s'il y a une erreur au niveau de l'ouverture de connexion, donc on va mettre la valeur false et l'affecter aux variables booléennes OK. Finalement, on va retourner OK. Donc on va lancer là pour tester ceci. Mais avant le lancement de l'exécutable, là, on va préparer là, on va vérifier les interfaces. Est-ce que les propriétés name sont bien écrites? Donc voilà. Donc je vais mettre là texter ID débiteur. Et la deuxième, ce sera texter ID créditeur. Finalement, donc, texter montant transfert. Donc, ceci sera le montant qui va être transféré d'un compte à l'autre. Voilà. Donc là, je vais générer l'événement clic sur le bouton transfert simple. Donc, je vais déclarer un tableau de chaîne de caractères. Il s'appelle tab SQL. Et je vais l'instancier là par le mot-clé new. Donc, de 2 lignes. Donc, tab SQL de 0, ça veut dire le 0 c'est l'indice du tableau là. C'est la première ligne donc. Donc elle va avoir là notre requête update. Donc update client set solde est égal solde de moins texter montant transfert.text. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un espace avant le where pour ne pas coller là le contenu de contrôle là texter montant transfert au mot-clé where. ID est égal texter débiteur. Donc la deuxième ligne, ça sera réservé à l'ajout de ce montant de transfert au deuxième client, donc le client créditeur. Donc on va mettre solde est égal à solde plus montant de transfert, where ID est égal à texter ID créditeur. Donc comme ça, normalement, on a préparé les deux requêtes. Bien sûr, si je n'utilise pas les transactions, je peux tomber dans le cas où je réussis à lancer la première requête et avoir un échec au niveau du lancement de la deuxième. Donc ceci, elle aura un résultat très grave par la suite, donc qu'on ne peut pas récupérer. Ça veut dire que j'arrive à retrancher un montant du premier compte et ne pas pouvoir l'ajouter au deuxième. Donc maintenant, si on met ces deux requêtes dans une transaction, ou bien les deux là fonctionnent, ou bien les deux auront un échec, et comme ça je peux récupérer là et garder ma base de données cohérente. Voilà, donc j'appelle la fonction exécuter transaction, je lui donne ma chaîne de connexion et le tableau là de chaîne de caractères qui contient les requêtes. Si c'est false, donc il y a un problème de transfert, sinon donc ça sera très bon. Donc là j'indique le ID du client débiteur, l'ID du client créditeur et le montant. Donc 16 normalement il va donner au numéro 4 le montant de 250 dinars. Donc là je vais tester avec 50. Voilà. Donc le transfert fonctionne bien. Maintenant si j'essaie d'inverser la tâche,
Donc si je donne de 4 au 200, très bien, donc le transfert est fonctionnel. Donc maintenant on va ajouter une nouvelle classe, donc on sélectionne le projet, ensuite ajouter et nouvel élément, et là on précise que ce qu'on veut ajouter c'est une classe. Donc on va l'appeler client.cs, donc CS pour l'abréviation de C#. Donc là je vais déclarer deux variables. La première -id, donc c'est de type entier, integer, et -nom, donc de type string, ça veut dire chaîne de caractères. Je vais mettre prop, ensuite deux fois j'appuie sur tabulation pour obtenir là ma définition de propriété, donc le get et le set. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième propriété qui est de type string. Cette fois-ci c'est le nom. Donc et comme ça notre classe est prête. Donc réellement ça sert à quoi cette classe? Ça sert à remplir, avoir plusieurs données pour servir à l'affichage des noms des clients au niveau du combobox. Donc là, je vais créer le constructeur. Comme vous savez, le constructeur, il a le même nom que celui de la classe. Donc il va recevoir comme entrée le ID et le nom qui seront assignés là aux variables privées de la classe. Donc maintenant, on va aller vers la fonction remplir data grid view. Donc on va vider les champs ou bien vider les éléments des combo box. Apparemment, je crois que j'ai pas encore assigné des noms significatifs au contrôle. Oui. Donc combo box, je vais le changer à CMB. Donc là, débiteur. Voilà. Et la deuxième, ce sera CMB créditeur. Donc là, CMB créditeur pour items.clear. Donc on va vider là les éléments qui se trouvent dans le combo box, qui là au niveau du débiteur. Pourquoi on fait cette opération? En fin de compte, c'est pour éviter la duplication des données. Parce que sinon, à chaque fois que j'appelle la fonction remplir dataGiveView, il va ajouter les mêmes éléments au combo box. Et comme ça, on aura donc la taille multipliée par le nombre de fois que j'ai appelé la fonction remplir dataGridView. Donc à chaque fois, je vide le combo box et je les remplis avec les nouvelles données mises à jour. Donc là, je vais déclarer la variable CL, donc elle est de type client. Dans notre cas, on va appeler le constructeur là. Je vais lui fournir deux informations, le ID et le nom du client. Donc là, j'ai oublié l'ouverture de parenthèse là au niveau de string. Et aussi là, getInt, donc 32 là, parce que c'est un entier. D'un moment, je dois ajouter là, voilà, ouverture de parenthèse et fermeture pour appeler la fonction toString. Très bien.
Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des éléments. Ça veut dire à chaque fois que j'entre dans la boucle de lecture des listes des clients, donc je vais ajouter ces clients-là aux deux la combo box CMB débiteur et créditeur. Donc si j'ouvre là, vous voyez que les valeurs ils ne sont pas significatifs. Pourquoi? Parce que apparemment j'ai pas indiqué quels sont les attributs affichés. Donc là au niveau de la propriété load, l'événement pardon load notre fenêtre. Donc normalement cet événement sert à réaliser toutes les initialisations nécessaires à notre projet. Donc je vais indiquer que le paramètre qu'on doit afficher au niveau du combo box, donc on va le désigner par display member, est égal à non. D'accord? Et concernant le value member, ça veut dire la valeur sélectionnée, ça sera donc les ID. Donc vous allez voir maintenant que lorsque j'exécute, les combo box ils vont contenir les noms des clients. Voilà. Ceci c'est réalisé grâce à l'attribut display member. Maintenant, je vais implémenter le code du bouton transfert avancé. Ce qui fait changer que tout à l'heure, c'était l'utilisateur qui doit saisir le ID du débiteur et du créditeur. Maintenant, c'est pas la peine de faire ceci. Maintenant, on va récupérer donc l'ID du client sélectionné par l'utilisateur. Donc là, j'ai déclaré une classe qui s'appelle, une variable qui s'appelle create de type client. Donc, elle va recevoir cmbcreditor.selectedItem et je vais le convertir en client, bien sûr. Je vais faire un cast en client. Kiff là, donc le débiteur, je vais faire un cast vers client du résultat de cmbdebitor.selectedItem. Donc là, ces deux variables, là, cred et deb, ils vont contenir la classe sélectionnée. Donc maintenant, pour désigner le ID, ce sera le nom de cette variable, point l'attribut, donc ID. Voilà. Donc normalement là, bien sûr là, il faut faire attention pour ne pas se tromper au niveau des noms. Donc là, c'est montant de transfert, c'est MB, donc c'est en majuscule quoi. Voilà. Donc ma fonction est prête à être lancée maintenant. On va tester ceci et voir est-ce que ceci fonctionne ou non. Donc je sélectionne le nom du débiteur, le nom du créditeur, le montant du transfert. Voilà, donc là, et j'appuie sur le transfert. Normalement c'est bon. Ainsi on a terminé ce premier TP. Normalement on a vu une simulation complète d'une architecture entière. Donc on a regroupé la base de données, les traitements et l'interface sur la même machine. On a utilisé le langage C#. On a vu comment lancer les fonctions d'agrégation qui sont des fonctions statistiques. Donc on a vu le count, on a vu average, AVG, on a vu le mean, le max et la somme à travers la fonction SAM. Ensuite, on a vu comment remplir un data grid view. On a fait la synchronisation de ce data grid view avec des contrôles qui se trouvent sur l'interface. On a vu l'insertion d'un nouveau client, la suppression d'un client, la mise à jour des données d'un client à travers trois méthodes différentes, trois versions différentes. On a vu donc avec une exploitation simple du texte qui se trouve au niveau des contrôles textbox. Ensuite, on a vu dans une deuxième version l'utilisation des paramètres non nommés. Et finalement, on a vu l'utilisation des paramètres nommés. Donc, c'est à vous de choisir la méthode qui convient à votre cahier de charge. Par la suite, on a vu comment lancer
une transaction en C#. Donc une transaction, elle sert à regrouper un ensemble de requêtes. Bien sûr, nous ne sommes pas limités là à 2 requêtes. On peut avoir des cas où on a plus que ça. Mais en fin de compte, là, on est sûr au moins que si toutes les requêtes se lancent bien, on va faire une validation de toutes les requêtes. Sinon, si on a une qui connaît un échec, donc on va annuler toutes les autres opérations. À la fin de ce TP, j'espère que vous avez bien assimilé les concepts qu'on a vus aujourd'hui. Ça va nous servir par la suite au niveau de développement des solutions en 2 tiers, 3 tiers et 1 tiers. Ce qu'on a fait là, c'est on est en train d'apprendre les bases de programmation, d'applications de bureau qui peuvent réaliser une connexion avec une base de données. Bien sûr, ce qui est valable avec Access, vous allez voir par la suite qu'on peut l'appliquer de manière très facile sur les autres types de SGBT comme SQL Server et MySQL, etc. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous inscrire et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir toutes les nouveautés de notre chaîne Bentech Pro TV. Bonne journée.